Les gens arrêtent leur voiture en plein milieu de l'autoroute et en sortent fascinés, les yeux rivés au ciel. Dans les villes, la foule se presse dans la rue. Les balcons et les toits des maisons sont pleins de gens qui fixent la lune, ébahis. Elle est rouge. Certains crient que c'est la fin du monde. D'autres cherchent à s'abriter. Effectivement, notre lune au blanc perpétuel semble avoir été aspergée de peinture rouge. Aucune raison d'avoir peur si tu assistes à un tel spectacle. Au contraire, profites-en. Un phénomène astronomique rare se déroule sous tes yeux. Il s'agit d'une éclipse totale de lune. Voici le Soleil, l'étoile située au cœur de notre système solaire. Et voilà Mercure, Vénus et enfin la Terre et la Lune. La Terre met 365 jours pour parcourir la totalité de son trajet orbital autour de l'étoile centrale. Dans le même temps, la Lune orbite autour de la Terre et en effectue le tour complet en 27 jours. La Terre crée une zone d'ombre qui traverse parfois la Lune. Cette ombre a une forme conique qui devient progressivement plus étroite. L'astre lunaire se trouve à une distance de 384 000 km de notre planète, soit 9 fois la longueur de l'équateur. À cette distance, la surface de l'ombre est environ 2,6 fois plus large que la Lune. Une fois dans cette zone, la lumière directe du Soleil ne peut donc pas l'atteindre. Dans ce cas, elle aurait dû disparaître dans l'obscurité. Pourtant, elle est visible et devenue rouge. Cela se produit car les rayons du Soleil traversent l'atmosphère terrestre. Quand les conditions sont réunies et qu'ils se dispersent, une grande partie de la lumière bleue s'évanouit. Les rayons rouges et oranges, quant à eux, continuent leur chemin et atteignent la surface de la Lune. Voilà, tu es le témoin d'un phénomène appelé la lune de sang. D'ailleurs, cette courbure de la lumière se produit au coucher et au lever du Soleil. L'atmosphère diffracte la lumière bleue et le ciel apparaît rouge-orangé. Si tu te tenais à la surface de la Lune pendant une éclipse lunaire totale, la Terre se trouverait exactement entre toi et le Soleil. Tu pourrais alors observer une éclipse solaire. La surface de la Terre deviendrait entièrement sombre pour toi. Tout ce que tu verrais serait la couronne du Soleil qui illuminerait les bords de la planète. Quand on regarde la Terre depuis la Lune, elle a presque la même taille que la Lune observée depuis la Terre. Une éclipse de lune aussi rouge est rare, car plusieurs facteurs doivent coïncider. L'un d'eux est que la lune doit être pleine. En général, on peut voir 2 éclipses totales de lune par an. En 2038, tu pourras voir 4 éclipses de ce type. Et l'éclipse elle-même peut durer jusqu'à 108 minutes. Mais cela reste exceptionnel. La dernière fois qu'une lune de sang aussi longue a été observée, c'était en 2000. Il y a longtemps, les populations n'avaient pas la même connaissance de notre satellite, et la vue d'une lune rouge pouvait paraître effrayante. On avait tendance à l'interpréter comme un signe négatif et un présage de mauvais augure. Ceux qui connaissaient le calendrier des éclipses pouvaient en tirer profit. Par exemple, Christophe Colomb avait un almanach astronomique et savait quand aurait lieu la prochaine éclipse de lune. Il a volontairement terrifié les habitants des îles Caraïbes lorsqu'il a soi-disant prédit la lune rouge. La Lune a réellement été une boule de lave rouge par le passé. On fait référence ici à un passé lointain, il y a 4,5 milliards d'années. Voici notre système solaire. C'est plein de poussière et d'astéroïdes qui se heurtent constamment les uns aux autres comme dans une sorte de grand billard spatial. Voici la Terre. Elle commence tout juste à se refroidir après les impacts constants d'astéroïdes et de comètes. C'est alors que Theia apparaît à l'horizon. Une planète de la taille de Mars. Elle avait une orbite chaotique et s'approchait de la Terre en spirale. Une collision était inévitable, et à un moment donné, l'un des plus grands crashs de notre système solaire a eu lieu. Theia a frappé la Terre de plein fouet, arrachant une partie de la croûte terrestre qui s'est retrouvée projetée dans l'espace. La Terre, à son tour, a absorbé une partie de la planète qui l'a percutée. Les débris de la collision ont tourné autour de la Terre pendant un long moment. Ils formaient une sorte d'anneau, similaire à ceux de Saturne. Les débris en orbite se sont heurtés et empilés autour d'un centre de gravité commun. C'est ainsi que la Terre a eu sa lune. Il y a une théorie qui dit que cette collision a participé à la naissance de la vie sur notre planète. Theia a frappé la Terre à un angle parfait. Si la collision avait été frontale, les 2 planètes auraient probablement été détruites dans une gigantesque explosion. Si l'impact avait été latéral, il n'y aurait pas eu assez de débris dans l'orbite de la Terre pour former la Lune. Mais nous avons eu le ticket gagnant. La Lune a stabilisé la rotation de la Terre. La collision a brisé la croûte solide de la planète et a permis aux océans de se former. Tu vois où on veut en venir ? L'eau est à la base de la vie. Lorsque les noyaux de la Terre et de Theia ont fusionné, provoquant la création d'une puissante magnétosphère qui protège tous les organismes vivants des radiations solaires. La Lune, avec le Soleil, contrôle les marées. La gravité lunaire semble attirer à elle l'eau de la surface terrestre.
tout comme le Soleil. Autrement dit, si la Terre était une boule d'eau, il y aurait 2 montagnes, une du côté de la Lune et une du côté du Soleil. Et comme la Lune se déplace autour de la Terre, cette montagne d'eau se déplace de la même façon. Si tu te trouves en pleine mer avec un mètre, tu verras que la Lune exerce une force d'attraction qui l'élève de 10 à 15 cm. La Lune est liée à la Terre par la force gravitationnelle. C'est la raison pour laquelle elle ne nous montre qu'un seul côté, comme Mercure et le Soleil. Mais la Lune n'est pas pour autant dans un état stationnaire. Elle s'éloigne d'ailleurs progressivement de notre planète d'environ 4 cm par an. Lentement mais sûrement, dans plus ou moins 600 millions d'années, elle aura tellement rétréci dans notre ciel que nous ne pourrons plus voir les éclipses de Lune. Tu vois ce cratère ? C'est Tycho. Il est visible pendant la pleine lune à cause de ses rayons brillants qui s'étendent sur des milliers de kilomètres depuis son épicentre. C'est le plus jeune cratère sur la Lune. Les scientifiques disent qu'il est apparu là suite à l'impact d'une météorite il y a environ 109 millions d'années. À cette époque, les dinosaures, qui arpentaient encore la surface de notre planète, ont peut-être aperçu l'impact. Celui-ci a très probablement été accompagné d'une grande explosion comme une salve dans le ciel nocturne. L'humanité adore explorer la Lune. Nous avons mené un paquet de missions là-haut. Au total, 12 personnes ont posé le pied sur la Lune. La force gravitationnelle y est 6 fois moins importante que sur la Terre. Si un individu sur notre planète pèse environ 80 kg, sur la surface de la Lune, la balance n'affichera que 13 kg, soit le poids d'un chien moyen. C'est pourquoi les astronautes bougeaient, sautaient et tombaient de façon si étrange sur la Lune. Si tu t'y trouvais, ta force serait multipliée par 6. Ici, sur Terre, une personne peut soulever en moyenne une charge de 60 kg. Mais sur la Lune, tu pourrais soulever une grosse moto, ou un grizzly. La surface de la Lune est couverte de régolithes. Il s'agit de la poussière lunaire qui recouvre le sol ferme. Cette poussière conserve très bien les empreintes de pas. La plus célèbre de ces empreintes, qui a donné lieu à de nombreuses théories farfelues, est celle-ci. Voici l'empreinte, et voici la chaussure qu'il a laissée. Mais la chaussure est complètement plate. L'explication est simple. Les astronautes portaient des bottes supplémentaires pour marcher sur la surface lunaire. Elles ont exactement le type de semelle qui a laissé ces marques. En plus des empreintes de pas, nous avons laissé plein d'objets sur la Lune. Parmi eux, plusieurs rovers lunaires, mais aussi une balle de golf, des drapeaux et des déchets humains. Il y a aussi beaucoup de satellites brisés et de pièces de fusée. En tout, il y a environ 187 000 kg d'objets fabriqués par les humains. C'est le poids de 3 avions de ligne, ou 31 éléphants adultes. À l'avenir, nous prévoyons de reprendre les missions vers la Lune. De nouveaux alunisseurs exploreront la surface de notre satellite pour y trouver des ressources naturelles. C'est aussi un endroit idéal pour tester de nouveaux rovers. Nous allons même construire une structure similaire à la Station spatiale internationale en orbite de la Lune, la Lunar Orbital Platform Gateway. Ce sera une plateforme très pratique pour explorer la Lune et lancer des engins spatiaux dans l'espace lointain. Si tu pars d'ici, le vaisseau spatial n'aura pas besoin de dépenser la quasi-totalité de son carburant pour surmonter la force de gravité terrestre. Une station de ce type permettrait donc d'économiser du carburant et de l'argent. Les scientifiques espèrent que nous serons en mesure d'extraire de l'eau de la surface de la Lune. Il a en effet été démontré que de la glace s'y trouvait, notamment au fond des cratères que la lumière du Soleil ne peut atteindre. Peut-être y enverrons-nous un rover capable de forer à quelques mètres de la surface pour y chercher de l'eau. L'humanité a déjà la technologie pour construire une véritable colonie lunaire. Jusqu'à 3 jours de voyage seraient nécessaires pour y aller. Il faudrait d'abord apporter suffisamment de panneaux solaires et de matériaux de construction sur la Lune. Celle-ci ne possédant pas d'atmosphère propre, ses habitants potentiels seraient donc démunis face aux radiations solaires. Cela implique la construction de maisons en sous-sol pour les protéger. Les imprimantes 3D modernes permettront de faciliter et d'accélérer la construction. Cependant, les réserves de nourriture et d'eau ne peuvent être maintenues que par un approvisionnement constant depuis la Terre. Il en va de même pour l'oxygène. Chaque lancement de fusée coûtant des millions de dollars, la colonisation de la Lune reste pour l'instant en question. La Lune pourrait aussi bien devenir un objet de tourisme spatial. Imagine, un vaisseau décolle de la Terre. 3 jours de voyage et tu es en orbite autour de la Lune. Le module lunaire se désarime et tu atterris à la surface. Tu montes sur un rover, tu explores les cratères, puis tu retournes sur le module d'atterrissage. Les moteurs démarrent et l'atterrisseur te remet en orbite. Tu t'amarres au vaisseau et retournes sur Terre. Ça promet d'être un super programme pour une semaine de vacances. Vénus était très probablement couverte d'océans d'une profondeur de 10 à 300 mètres. De plus, une certaine quantité d'eau était prisonnière du sol de la planète.
Celles-ci avaient des températures stables de 20 à 50 degrés Celsius, qui étaient donc assez tolérables et pas si différentes des températures actuelles sur Terre. Bref, pendant 3 milliards d'années, jusqu'à ce que quelque chose d'irrévocable se produise il y a 700 millions d'années, Vénus aurait pu être habitable, mais aujourd'hui, elle ne l'est plus. La Lune est le deuxième objet le plus lumineux de notre ciel. Pourtant, parmi les autres corps astronomiques, c'est l'un des plus sombres et des moins réfléchissants. Mais notre satellite naturel semble brillant parce qu'il est très proche de nous. De la même façon, notre planète semble beaucoup plus lumineuse lorsque tu la regardes depuis l'espace. C'est parce que les nuages, la glace et la neige réfléchissent beaucoup plus de lumière que la plupart des roches. Triton, la lune de Neptune, a toute sa surface recouverte de plusieurs couches de glace. Si ce satellite remplaçait notre lune actuelle, le ciel nocturne deviendrait 7 fois plus lumineux. Les étoiles à neutrons font partie des objets les plus petits et les plus massifs de l'espace. Elles ont généralement un diamètre d'environ 18 km, mais sont plusieurs fois plus lourdes que le Soleil. Et elles tournent sur elles-mêmes environ 600 fois par seconde, bien plus vite qu'un patineur artistique professionnel. Saturne est la planète la moins dense du système solaire. Elle a une densité équivalente à 1/8 de celle de la Terre. Et pourtant, à cause de son immense volume, la planète est 95 fois plus massive que la Terre. Le phénomène lunaire transitoire est l'une des choses les plus énigmatiques qui se produisent sur la Lune. Il s'agit d'un changement éphémère de lumière, de couleur ou autre, à la surface du satellite. Le plus souvent, il s'agit de flashs lumineux aléatoires. Les astronomes observent ce phénomène depuis les années 1950. Ils ont remarqué que les flashs se produisaient de façon imprévisible. Parfois, ils peuvent se produire plusieurs fois par semaine. Ensuite, ils disparaissent pendant plusieurs mois. Certains d'entre eux ne durent pas plus de quelques minutes, mais certains ont duré plusieurs heures. En 1969, un jour avant qu'Apollo 11 ne se pose sur la Lune, l'un des membres de la mission a remarqué qu'une partie de la surface lunaire était plus éclairée que le paysage environnant. On aurait dit que cette zone avait une sorte de fluorescence. Malheureusement, on ne sait toujours pas si ce phénomène était lié au mystérieux flash lunaire. Les déchets ne sont pas seulement un problème dans les océans, les villes et les forêts de la Terre. Il existe ce que l'on appelle les déchets spatiaux, c'est-à-dire tout objet fabriqué par l'homme qui a été laissé dans l'espace et qui ne sert plus à rien. Il y a aussi des débris naturels provenant de météorites et d'autres objets cosmiques. Il y a actuellement plus de 500 000 débris spatiaux en orbite autour de la Terre, à des vitesses suffisamment élevées pour causer des dommages importants s'ils entrent en collision avec un vaisseau spatial ou un satellite. La NASA fait de son mieux pour suivre chaque objet afin de s'assurer que les missions hors de la Terre puissent atteindre leur destination en toute sécurité. Notre Soleil est incroyablement massif. Pour preuve, 99,86% de toute la masse du système solaire consiste en la masse du Soleil, en particulier l'hydrogène et l'hélium dont il est composé. Les 0,14% restants sont principalement la masse des 8 planètes du système solaire. L'atmosphère du Soleil est plus chaude que sa surface. La température de la surface atteint 5500 degrés Celsius, mais la haute atmosphère atteint des millions de degrés. Si l'on pouvait creuser un tunnel directement au centre de la planète et ressortir par le côté opposé, et que tu étais assez aventureux pour sauter dedans, il te faudrait 42 minutes pour le traverser. Tu accélérerais au fur et à mesure de ta chute pour atteindre la vitesse maximale au moment où tu atteindrais le noyau de la Terre. Après la moitié du trajet, tu tomberais ensuite vers le haut, de plus en plus lentement. Au moment où tu atteindrais la surface opposée, ta vitesse serait de nouveau à 0. À moins que tu ne parviennes à t'extraire du trou, tu recommencerais immédiatement à tomber, pour redescendre, ou remonter, vers l'autre côté de la planète. Ce voyage durerait une éternité, et ce, à cause des effets bizarres de la gravité. Il pourrait y avoir plus de métaux, par exemple du titane ou du fer, dans les cratères lunaires, que ne le pensaient les astronomes. Le plus gros problème avec cette découverte ? Elle contredit la principale théorie sur la façon dont la Lune s'est formée. Cette théorie stipule que le satellite naturel de la Terre s'est détaché de notre planète après une collision avec un objet spatial massif. Mais alors, pourquoi la croûte terrestre, pauvre en métaux, contient-elle beaucoup moins d'oxyde de fer que celle de la Lune? Cela pourrait signifier que la Lune s'est formée à partir des matériaux se trouvant bien plus profondément à l'intérieur de notre planète. Ou bien ces métaux pourraient être apparus lorsque la surface lunaire, en fusion, se refroidissait lentement. Ou peut-être, comme on le dit depuis des siècles, qu'elle est faite de fromage.
La Terre pourrait avoir été violette avant de devenir bleue et verte. Un scientifique a une théorie selon laquelle une substance existait dans les anciens microbes avant que la chlorophylle, cette chose qui rend les plantes vertes, n'évolue sur Terre. Cette substance reflétait la lumière du soleil en rouge et en mauve, couleurs qui se combinaient pour donner du violet. Si c'est vrai, la jeune Terre a peut-être regorgé d'étranges plantes de couleur violette avant que toutes ces choses vertes n'apparaissent. La plus haute montagne du système solaire est Olympus Mons sur Mars. Elle est 3 fois plus haute que le mont Everest, le plus haut sommet de la Terre par rapport au niveau de la mer. Si tu te tenais au sommet d'Olympus Mons, tu ne comprendrais pas que tu te trouves sur une montagne. Ces pentes seraient cachées par la courbure de la planète. Les astronomes ont trouvé un énorme réservoir d'eau dans l'espace, le plus grand jamais détecté. Dommage que ce soit aussi le plus éloigné. Il est situé à 12 milliards d'années-lumière de nous. Ce nuage de vapeur d'eau contient 140 000 milliards de fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Vénus tourne à son propre rythme, sans se presser. Une rotation complète prend 243 jours terrestres. Et il faut à la planète un peu moins de 225 jours terrestres pour faire le tour complet du Soleil. Cela signifie qu'un jour sur Vénus est plus long qu'une année. Il y a très peu d'activité sismique à l'intérieur de la Lune. Pourtant, des mini-séismes lunaires, causés par la force gravitationnelle de notre planète, se produisent parfois à plusieurs kilomètres sous la surface. Ensuite, de minuscules fissures et fractures apparaissent à la surface du satellite et des gaz s'en échappent. Mars est la dernière des 4 planètes intérieures, que l'on appelle aussi telluriques car elles sont composées de roches et de métaux. La planète rouge a un noyau composé principalement de fer, de nickel et de soufre. Il mesure entre 1500 et 1900 km de diamètre. Mais ce noyau ne bouge pas. C'est pourquoi Mars n'a pas de champ magnétique à l'échelle de la planète. Le faible champ magnétique qu'elle possède ne représente qu'1 centième de celui de la Terre. Lorsque les planètes du système solaire ont commencé à se former, la Terre n'a pas eu de lune pendant très longtemps. Il a fallu 100 millions d'années pour que notre satellite naturel apparaisse. Il existe plusieurs théories sur la façon dont la Lune est apparue, mais celle qui prévaut est la théorie de la fission. Elle affirme que la Lune s'est formée lorsqu'un objet est entré en collision avec la Terre, envoyant des particules dans tous les sens. La gravité a rassemblé les particules et la Lune a été créée. Elle a fini par se poser sur le plan de l'écliptique de la Terre, qui est la trajectoire actuelle de la Lune. Le plus grand être vivant sur Terre s'avère être un champignon dans l'Oregon. Cet énorme champignon Armillaria vit dans la forêt nationale de Malheur et couvre une superficie de 9,5 km². Il pourrait avoir jusqu'à 8500 ans. Mais on peut te pardonner de l'avoir manqué, car il est en grande partie caché sous terre. Lorsque les racines d'armillariés individuels se rencontrent, elles peuvent fusionner pour devenir un seul champignon, ce qui explique comment celui-ci est devenu si grand. Si tu pouvais rassembler tous ces champignons en une seule grosse boule, elle pourrait peser jusqu'à 35 000 tonnes. C'est à peu près aussi lourd que 200 baleines grises. Le plus grand astéroïde du système solaire s'appelle Vesta, et il est si gros qu'on le qualifie parfois de planète naine. Un voyage vers la deuxième étoile la plus proche de nous, après le Soleil, te prendrait 5 millions d'années en avion de ligne. C'est ce qu'on appelle un vol ultra long courrier. L'espace n'est pas censé être noir. Il y a des étoiles partout. Ne devrait-elle pas éclairer tout ce qui se trouve autour ? En réalité, on ne voit pas d'étoiles partout, car certaines d'entre elles n'existent pas depuis assez longtemps pour que leur lumière atteigne la Terre. Une journée sur Uranus dure 17 heures, 14 minutes et 24 secondes. Mais la planète a une inclinaison d'environ 98 degrés. Et cela fait qu'une saison sur la géante gazeuse dure 21 années terrestres. Certains scientifiques pensent que notre planète possédait autrefois un satellite supplémentaire. D'après leurs recherches, un corps céleste plus petit, d'environ 1100 km de large, tournait autour de la Terre comme une deuxième lune. Il s'est très probablement écrasé sur notre satellite principal par la suite. Une telle collision pourrait expliquer pourquoi les deux faces de la Lune ont l'air si différentes l'une de l'autre, l'une étant fortement cratérisée et rugueuse. Il est normal que les planètes soient un peu inclinées sur le côté. Par exemple, la Terre est inclinée à un angle de 23 degrés. C'est pourquoi nous avons des saisons. C'est l'été, lorsque la partie du monde où tu te trouves penche plus près du Soleil. Et à l'inverse, c'est l'hiver quand tu t'en éloignes. Mais Uranus est plus inclinée que la normale. Elle repose à un angle de 98 degrés, ce qui a un effet énorme sur ces saisons.
Chaque saison sur Uranus dure pas moins de 21 ans. Pense-y la prochaine fois que tu te plains que l'hiver dure trop longtemps. Ici sur Terre, nous évaluons nos trajets en minutes et en heures, voire en jours. Il faut 10 minutes pour aller à pied chez ton meilleur ami ou 15 minutes pour aller à ton café préféré. Mais dans l'espace, c'est différent. Il est vaste, ce qui signifie que nous mesurons l'écart qui nous sépare d'un certain point en années. Dans la plupart des cas, une telle distance s'exprime même en années-lumière. Si tu voulais un jour aller marcher sur la Lune, il te faudrait 9 ans pour parcourir les 380 000 km qui nous en séparent. Peut-être aimerais-tu faire un tour vers notre étoile voisine, Proxima Centauri. Si tu gardais le pied au plancher à une vitesse constante de 110 km/h, tu y arriverais en 356 milliards d'heures, soit environ 40,5 millions d'années. Au bout des 20 premiers millions d'années, tu te demanderas sans doute pourquoi tu as voulu y aller. Mars abrite la plus grande vallée que nous ayons découverte à ce jour, Valles Marineris. C'est un système assez impressionnant de canyons de 4000 km de long, soit 5 fois plus grand que le Grand Canyon. Les chercheurs l'ont repéré pour la première fois dans les années 70. Un banc de volcans situé de l'autre côté de la crête du canyon a probablement contribué à former cette vallée. Nous n'avons pas encore découvert de planète entièrement faite de diamants, mais sur certaines planètes, il pleut bien des pierres précieuses. Sur Jupiter et Saturne, les géantes gazeuses de notre système solaire, les tempêtes de foudre transforment le méthane abondant en suie, que nous connaissons aussi sous le nom de carbone. La suie tombe et se transforme en graphite. Le graphite se transforme ensuite en diamant d'un diamètre d'environ 1 cm. Mais avant de commencer à chercher comment réserver une excursion pour collecter des diamants, sache que ces diamants ne durent pas. Après avoir pénétré dans le noyau de la planète, ils fondent. As-tu déjà remarqué que lorsque tu observes les étoiles 2 nuits de suite à la même heure, mettons à 21h, elles restent au même endroit, mais pas la Lune? Il y a 2 raisons à cela. Premièrement, cela dépend de l'heure à laquelle tu fais tes observations. Par exemple, si tu la regardes un soir à 20h et le lendemain à 23h, tu verras la Lune à 2 endroits assez différents. Dans ce cas, même les étoiles auront des places différentes dans le ciel, puisque notre planète tourne. Comme tu le sais, il lui faut 24 heures pour faire un tour complet. Cela signifie que de notre point de vue, il semble que le ciel et tout ce qui se trouve là-haut se déplacent autour de nous une fois toutes les 24 heures. De la même manière, le Soleil change de position, se lève et se couche chaque jour. Donc si tu sors 2 nuits de suite à la même heure, dans la plupart des cas, tu devras attendre une demi-heure supplémentaire, voire plus, pour que la Lune retrouve la même position que la nuit précédente. Les étoiles sont pratiquement immobiles. On dirait qu'elles se déplacent, mais c'est seulement parce que la Terre tourne. En revanche, la Lune se déplace vraiment autour de notre planète et passe par différentes phases. Par exemple, la nouvelle Lune est le moment où elle est complètement noire dans le ciel. La pleine Lune est le moment où son côté éclairé est totalement tourné vers la Terre. Il lui faut environ 1 mois pour faire un tour complet de la Terre. Pour ta collecte de diamants, tu aurais peut-être plus de chance sur cette planète située à 40 millions d'années-lumière de la Terre. Les scientifiques l'appelaient autrefois Super-Terre. Une Super-Terre est généralement une planète bien plus grande que la nôtre. Cette planète, par exemple, fait le double de la taille de la Terre. Elle est si proche de son étoile qu'elle en fait le tour complet en moins de 18 heures, ce qui signifie que l'année y est plutôt courte. Et comme elle est si proche de son étoile, sa température monte jusqu'à 2700 degrés Celsius. À cause de la chaleur combinée à la densité de la planète, les scientifiques pensent que son noyau est composé de carbone sous forme de graphite et de diamants. Il y a plus de 10 ans, les astronomes ont découvert un énorme nuage de vapeur d'eau se trouvant à 12 milliards d'années-lumière de notre planète. Ce nuage est la plus grande source d'eau que nous connaissions. C'est aussi le plus ancien. Il date de l'époque où l'univers n'avait que 1,6 milliard d'années. Aujourd'hui, il a 13,8 milliards d'années. Et oui, si tu avais ouvert un compte épargne il y a 12 milliards d'années, avec les intérêts engrangés, tu aurais une jolie somme aujourd'hui. Mais les banques n'existaient pas à l'époque. Bref, ce nuage est si grand qu'il contient 140 000 milliards de fois la quantité d'eau de tous les océans de notre planète. Ce nuage nourrit en quelque sorte un trou noir. Il pourrait aussi contenir suffisamment de gaz, comme le monoxyde de carbone, pour encourager le trou noir à devenir 6 fois plus grand qu'il ne l'est actuellement. La température moyenne de notre planète est d'environ 14 degrés Celsius, et la température la plus élevée jamais mesurée a été de 57 degrés Celsius.
Cela te semble chaud? Eh bien, sur Vénus, elle peut atteindre 482 degrés Celsius, ce qui en fait la planète la plus chaude de notre système solaire. Mais ce n'est pas assez chaud pour faire fondre de l'acier. Il faudrait qu'elle soit plus élevée de 1400 degrés Celsius pour y parvenir. Mais c'est assez chaud pour faire fondre le plomb, et c'est bien trop chaud pour abriter la vie. Du moins, sous aucune forme que nous connaissions. Vénus n'est pourtant pas la planète la plus proche du Soleil, c'est Mercure, mais elle a une atmosphère très épaisse qui piège les gaz à effet de serre. C'est comme si tu te couvrais d'une couverture très épaisse au beau milieu de l'été. Nous avons l'habitude de voir les volcans cracher de la lave chaude en fusion. Après tout, c'est ce qu'ils font principalement sur Terre. Mais dans l'espace, les volcans ont tendance à cracher du méthane, de l'eau ou de l'ammoniac. Et ces matériaux gèlent pendant l'éruption et finissent par se transformer en vapeur gelée et en quelque chose appelé neige volcanique. On les appelle donc des cryovolcans. Tu peux les trouver sur les lunes de Jupiter, Io et Europe, sur la lune de Saturne, Titan et sur Pluton. Ces volcans sont particulièrement actifs sur Io, qui possède des centaines de cheminées. Les véhicules de la NASA ont même capturé certains d'entre eux en éruption en temps réel. Les panaches de vapeur gelée qui en sortent s'étendent sur environ 400 km. Au fait, on vient de découvrir une autre lune autour de Jupiter, qui pourrait être adaptée à l'agriculture un jour. Elle s'appelle Ia-Ia-Ho. Ah, je plaisante. Qu'arrive-t-il exactement à la lumière après qu'elle ait disparu à l'intérieur d'un trou noir? Le photon est une particule de lumière. L'horizon des événements est la limite d'un trou noir. Lorsqu'un élément, mettons un photon, passe cette limite, il ne peut plus s'échapper. Mais cela ne signifie pas que le trou noir l'a détruit. Il attire rapidement le photon vers son centre, où une masse énorme est entassée dans un espace infiniment petit. Mais on ne sait pas exactement ce qui arrive au photon dans des conditions aussi extrêmes. C'est toujours l'un des plus grands mystères. Un trou noir détruit-il la lumière ou non? Saturne possède 82 lunes que nous connaissons, 53 confirmées et 29 autres qui sont toujours sur la liste d'attente pour être confirmées comme de véritables lunes avant d'obtenir leur nom officiel. Et l'une de ces lunes les plus étonnantes pourrait être un gros morceau de roche de 1470 km de diamètre appelé Iapetus. Elle est sombre d'un côté et lumineuse de l'autre. Sa moitié la plus claire est 20 fois plus réfléchissante que l'autre. Il s'avère que le côté lumineux est de la glace. Le côté sombre est un peu plus compliqué. Une théorie affirme qu'il est sombre à cause de particules provenant d'une autre lune nommée Phébé. Une autre théorie dit que cela pourrait être à cause de la chaleur. Comme cette lune tourne très lentement, sa matière sombre absorbe la chaleur, ce qui la rend encore plus sombre. À ton avis, quelle taille peut atteindre un trou noir? En théorie, nous ne pouvons pas trouver de limite supérieure à sa masse. Mais les astronomes pensent que les trous noirs ultramassifs, UMBH, situés au cœur de certaines galaxies, ont pour la plupart une taille allant jusqu'à 10 milliards de masses solaires. Récemment, ils ont même découvert que ces UMBH ne peuvent physiquement pas grandir beaucoup plus que cela, car dans ce cas, ils commenceraient à perturber les disques d'accrétion qui les alimentent. Ce faisant, ils finiraient en quelque sorte par avoir l'œil plus gros que le ventre. La plupart des gens imaginent la couleur de l'univers comme étant quelque part entre l'aigue marine et le turquoise pâle. Même certains chercheurs pensaient que c'était le cas. Mais on a réussi à déterminer la couleur cosmique en combinant la lumière de plus de 200 000 galaxies situées à moins de 2 milliards d'années-lumière de notre planète. La vraie couleur est en fait plus proche du beige. Les chercheurs se sont trompés car le logiciel n'était pas correctement calibré. Il a finalement converti le spectre cosmique en la couleur que nos yeux verraient si nous y étions exposés. L'équipe a défini cette couleur comme un latte cosmique. Sans sucre et à emporter, s'il vous plaît. Salut les amis. Nous allons aujourd'hui déboulonner quelques mythes sur l'espace. Montez à bord de notre navette et tirons tout ça au clair une bonne fois pour toutes. Imaginez ça. Vous flottez dans l'espace en buvant une tasse de chocolat chaud lorsqu'une pensée étrange vous vient à l'esprit. Peut-on crier dans l'espace? Et si oui, est-ce que quelqu'un entendrait ce cri? Si vous avez vu Alien, vous connaissez la réponse. On ne peut pas entendre les sons dans l'espace. Ce n'est pas que les sons n'existent pas. C'est juste qu'on ne peut pas les entendre. Il n'y a personne de mieux placé pour déboulonner ce mythe que Chris Hadfield. Il a participé à plusieurs sorties dans l'espace au cours de sa vie d'astronaute. Une fois dans l'obscurité de l'espace, on n'entend plus rien.
Ce que l'on entend, c'est le silence. Un silence absolu. Mais, juste à côté, il y a une énorme boule de feu, le Soleil. Nous n'entendons pas ces explosions parce qu'il n'y a rien pour porter les sons. Mais ce ne serait probablement pas très agréable pour les astronautes s'ils pouvaient entendre tous les bruits de l'espace. Imaginez que vous naviguez dans l'espace, tel un super-héros du futur, lorsqu'une étoile filante passe tout près de vous. Mais attendez, s'agit-il vraiment d'une étoile ? Et non, les étoiles filantes ne sont pas du tout des étoiles. Ce sont de petits cailloux appelés météoroïdes qui pénètrent dans l'atmosphère terrestre et créent un beau spectacle lumineux. Et puisque nous déboulonnons les mythes, en voilà tout de suite un autre. Vous avez probablement entendu dire que les météores ne s'écrasent que très rarement sur la Terre, comme lorsqu'une violente apocalypse décime tous les dinosaures. Ce n'est pas vrai. Les scientifiques estiment qu'environ 48 tonnes de matériaux météoritiques tombent sur Terre chaque jour. Mais la quasi-totalité de ces matériaux se vaporise dans l'atmosphère. La traînée lumineuse que nous voyons dans le ciel est ce que l'on appelle une étoile filante. La prochaine fois que vous ferez un vœu, rappelez-vous qu'il s'agit en réalité d'un minuscule débris spatial. Ce n'est pas si romantique après tout. Peut-on ou non voler dans la stratosphère en montgolfière ? Apparemment, c'est possible. La stratosphère terrestre commence relativement près du sol. Elle s'élève à environ 11 ou 12 km au-dessus de la surface de la Terre. Mais elle continue ensuite très haut. Si vous voulez vous envoler jusqu'à la stratosphère à l'aide d'une montgolfière, il vous faudra vous munir d'un très bon équipement. Vous aurez besoin d'une combinaison spéciale et d'appareils respiratoires, car l'air se raréfie au fur et à mesure que l'on s'élève. Bien sûr, si vous allez jusqu'au bout, n'oubliez pas de photographier la courbure de la Terre. Équipez-vous donc d'un harnais de poitrine afin d'y accrocher une caméra ou un appareil photo. Et si vous diffusiez tout cela en direct, ce serait une première. Imaginez qu'il y a 102 jours que vous avez quitté la Terre. Vous vous êtes bien adapté à la vie dans l'espace. Mais quelque chose d'étrange se produit dans votre corps. Vous grandissez. Comment est-ce possible ? Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. En fait, vous ne grandissez pas réellement. C'est simplement que votre corps ne subit plus l'effet de la gravité. Votre corps dispose d'un espace naturel entre les vertèbres et les articulations. Sur Terre, cet espace est presque entièrement comprimé par la force de gravité. Mais dans l'espace, le corps, libéré de cette force, commence à s'étirer. Donc oui, les astronautes grandissent bien de 3% lorsqu'ils effectuent de longues missions. Et voici une curiosité. La NASA ne l'oublie pas lorsqu'elle fabrique des combinaisons spatiales sur mesure. Ainsi, les astronautes disposeront toujours d'un espace supplémentaire dans leur combinaison. Une fois les astronautes de retour sur Terre, l'effet antigravité s'estompera. Ils passeront peut-être quelques jours en pantacourt avant que de retrouver une taille normale, mais tout ira bien. Avez-vous déjà imaginé une porte d'avion s'ouvrant en plein volume et un groupe de passagers aspirés dans l'atmosphère comme de simples plumes ? C'est une chose que l'on voit assez souvent dans les films catastrophes. Imaginez maintenant que cela se produise dans l'espace. On croit communément que si un astronaute est aspiré hors d'un sas, il sera brûlé vif, instantanément. Mais attention, ce n'est pas seulement vrai. En fait, la réalité est bien pire. D'après l'astronaute Chris Hadfield, voici ce qui se passerait. La partie de votre corps située à l'ombre serait soumise à une température de moins 250 degrés. Et la partie exposée au soleil chaufferait, elle, sous une température de 250 degrés. Vos poumons s'affaisseraient et votre sang se mettrait à bouillir. Vous seriez donc brûlé, gelé, incapable de respirer et bouilli. Peu recommandé. Combien de fois avez-vous déjà entendu dire que les astronautes devaient pas s'entraîner chaque seconde de la journée sous peine de s'évanouir ? Il s'agit d'un mythe. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit de la gravité ? En raison de l'absence de gravité dans l'espace, notre corps n'a pas à travailler très dur. Nos torses n'ont pas à porter le poids de nos têtes. Et nous n'avons pas à faire d'efforts pour bouger nos jambes, car on ne marche pas vraiment dans l'espace. Imaginez maintenant que vous viviez ainsi pendant 6 mois, voire 1 an. Vos muscles se transformeraient vite en gelée. Voilà pourquoi les astronautes s'entraînent.
Ils s'attachent et courent sur un tapis roulant, ou ils font de l'haltérophilie sur une machine spéciale. De cette façon, leurs muscles ne ressentent pas trop l'absence de la gravité. Ils doivent cependant s'hydrater. Si j'étais astronaute, je demanderais à la NASA si je peux emporter ma gourde d'eau douce dans l'espace avec moi. Vous avez peut-être entendu dire que l'espace sent le steak brûlé, ou la sauce barbecue. Même si cela semble absurde, ce mythe est plus vrai que faux. Les astronautes ne peuvent évidemment pas sentir l'odeur de l'espace lorsqu'ils y sont, car ils ne peuvent pas enlever leur casque. Ils sentent généralement cette odeur une fois que leur véhicule s'est amarré et qu'ils ont ouvert le sas. Apparemment, cette odeur est due à la présence d'hydrocarbures flottant dans l'espace. Qui l'eût cru? Laissez-moi à présent vous poser une question. Pensez-vous vraiment que si les astronautes pouvaient voler à la vitesse de la lumière, ils ne vieilliraient pas d'une seule seconde? Je savais que vous diriez non. Tirons cela au clair. Tout d'abord, nous n'avons pas encore trouvé comment voyager à la vitesse de la lumière. Cela nécessiterait une immense quantité d'énergie et nous ne disposons pas de la technologie nécessaire. Deuxièmement, même si nous parvenions à mettre un humain à l'intérieur d'un vaisseau voyageant à la vitesse de la lumière, cette personne continuerait à vieillir. Elle vieillirait différemment des personnes restées sur Terre. C'est un fait, mais elle vieillirait quand même. Vous croyez vraiment que l'immortalité existe? Et non. Si vous avez vu Avatar 1, vous vous souvenez certainement que les humains ne réussissent à atteindre Pandora que grâce au cryosommeil. Ils congèlent leur corps, les placent dans des lits cryogéniques et voyagent pendant des années sans vieillir. Oui, cela semble incroyable, mais cette technologie n'existe pas encore. Notre corps est principalement constitué d'eau, n'est-ce pas? Et quand on congèle de l'eau, elle se dilate. C'est pourquoi il ne faut jamais laisser une canette de soda sans surveillance dans le congélateur. À l'heure actuelle, si nous congelions le corps d'une personne, l'eau qu'il contient se dilaterait, et cela endommagerait les tissus et les organes. Alors non, nous ne pouvons pas cryodormir pour voyager dans l'espace, pas encore tout au moins. Voici une idée folle. Que se passerait-il si un astronaute emportait un drone lors d'une sortie dans l'espace? À moins qu'il ne s'agisse d'un drone conçu par la NASA, l'engin gèlerait et brûlerait probablement sans protection spéciale. Mais on peut toujours rêver, pas vrai? Houston, nous avons de bonnes nouvelles. Un groupe de personnes soigneusement sélectionnées est en train d'être interviewé pour monter à bord du premier volume commercial vers l'espace extra-atmosphérique. L'agence spatiale te propose de répondre à un questionnaire. Elle veut savoir ce que tu emporterais dans cette aventure spatiale. En fonction de tes réponses, tu pourrais faire partie des personnes choisies. Et si nous regardions ensemble cette liste? Des crayons. Je n'y aurais jamais pensé, mais c'est logique. La légende raconte que les États-Unis ont dépensé des millions de dollars pour essayer de concevoir un stylo qui fonctionne dans l'espace. En effet, comme l'absence de gravité est un facteur important, je veux dire incontournable, de la vie dans l'espace, les stylos ne fonctionnent pas. L'encre ne coule pas comme ici sur Terre. Par contre, les crayons conviennent très bien. Tu peux ainsi jouer à des jeux de mots avec les autres touristes de l'espace, ou même faire des dessins représentant ton aventure. Évidemment, on n'oublierait jamais d'emporter une brosse à dents. Selon des astronautes chevronnés, les brosses à dents sont extrêmement simples, mais leur technologie est suffisante pour l'espace. Si tu presses une bouteille d'eau à l'intérieur d'un vaisseau spatial, les molécules d'eau flottent dans de petites bulles. Mais si tu mouilles ta brosse à dents, elle retient naturellement l'eau, ce qui lui permet de rester humide pour supporter le dentifrice. Oh, j'allais dire des chaussettes rigolotes. Content que tu m'aies devancé. Mais il y a deux choses à savoir. Premièrement, on ne marche pas beaucoup dans l'espace. Les gens n'ont pas trop tendance à toucher le sol là-haut. Deuxièmement, l'espace n'est pas le meilleur endroit pour montrer son style. Les astronautes ont tendance à utiliser des vêtements spéciaux lorsqu'ils sont en mission spatiale. Il en sera de même pour toi en tant que vacancier astronaute. Les chaussettes garderont tes pieds bien au chaud, mais elles témoigneront aussi de ton intérêt pour la mode. Peut-être qu'un jour tu porteras une chaussette avec un visage souriant, tandis que l'autre jour tu opteras pour une chaussette sur le thème du Grinch. Bien sûr, les chaussettes sont très utiles à bord d'un avion, car elles te permettent de te faufiler plus facilement entre les objets. La prochaine fois que j'irai à la supérette, je n'oublierai pas d'acheter lingettes humides pour le voyage dans l'espace. Les voyageurs de l'espace expérimentés les adorent. Et ce n'est même pas la NASA qui les a inventés, hein? Comme l'eau n'est pas autorisée à l'intérieur d'un vaisseau spatial, les lingettes humides sont la meilleure option.
Encore mieux si elles sont parfumées. Les astronautes utilisent même différents types de lingettes. Ils achètent celles qui désinfectent et celles qu'ils utilisent sur leur corps. Assure-toi simplement de savoir faire la différence entre les deux quand tu seras là-haut. Un mythe populaire veut que la NASA ait inventé le velcro. En réalité, nous avons tendance à penser que tout ce qui est utilisé dans l'espace a été inventé par la NASA dans un but très intelligent et spécifique. Mais ce n'est pas le cas. Le velcro a été inventé pour des raisons banales, dans les années 1950, par une entreprise suisse. Les voyageurs de l'espace l'ont adopté parce qu'il fonctionne comme un accessoire anti-gravité. Ils ne peuvent pas éliminer la gravité, bien sûr, mais on peut coller des velcros sur des objets quotidiens, puis accrocher ces objets au velcro fixé aux parois du vaisseau spatial. C'est un système très intelligent, mais mieux vaut prendre sa propre paire, n'est-ce pas? Si tu passes une longue période dans l'espace, des photos de chez toi peuvent être utiles. Mais choisis-les bien. Le vaisseau spatial n'étant pas très grand, les autres personnes à bord sauront quelles photos tu as décidé d'emporter. Mieux vaut garder le poster d'Harry Styles dans ta chambre sur Terre, n'est-ce pas? Apporte simplement de vraies photos de personnes que tu connais et que tu aimes. Est-ce que j'ai entendu pizza? Voyager et explorer de nouveaux endroits, c'est avant tout goûter à différentes saveurs de nourriture. Dans l'espace, c'est un peu plus compliqué. Mais au moins, tu pourras emporter de la pizza avec toi. En fait, il faudrait qu'elle soit livrée dans un vaisseau cargo. Ainsi, les ingrédients seraient frais et prêts à être consommés. Ce ne serait pas la première fois que des personnes dans l'espace essaieraient de manger de la malbouffe terrienne. Certains astronautes ont même mangé des crêpes et des hot dogs. Le plus beau dans cette soirée pizza, c'est que la nourriture peut flotter. N'est-ce pas là une façon très agréable de déguster des mets terrestres? Même si je comprends ton désir d'emporter des toilettes avec toi dans ce voyage spatial, c'est pratiquement impossible. Enfin, je te comprends. Certaines personnes sont attachées aux toilettes de leur maison, et celles de l'espace sont loin d'être l'expérience idéale. Mais la NASA n'a cessé d'améliorer ses toilettes, qui n'ont jamais été aussi bien équipées que maintenant. Il faudra donc s'en contenter. Voici quelque chose que je prendrais aussi, un ordinateur portable. Mais à quoi servirait-il dans l'espace, demanderas-tu? Apparemment, il y a de l'Internet partout dans la Station spatiale internationale. Ainsi, même si tu ne passes pas la majeure partie de ton voyage amarré à l'ISS, tu pourras profiter de Netflix les jours où tu y seras. De l'Internet dans toute la Station spatiale internationale. C'est fou, non? En parlant de loisirs, j'adore que tu aies pensé à prendre un yo-yo. Je ne suis pas sûr qu'il soit très efficace dans l'espace, puisqu'il n'y a pas de gravité pour le faire rebondir. Mais ce serait bien de voir comment il réagirait dans un environnement dépourvu de pesanteur. J'adore les puzzles. Cela ferait également partie de ma liste. Imagine que tu essayes de construire un puzzle qui continue à flotter dans l'air. Tu devras peut-être créer un système pour éviter que les différentes pièces ne flottent librement dans l'engin spatial. Mais imagine qu'une fois le puzzle de la tortue terminé, on ait l'impression qu'elle nage à travers le vaisseau. Il est impossible d'emporter une fenêtre, mais les fenêtres sont un élément important de la vie dans l'espace. Gardons à l'esprit certaines des règles du voyage. Chaque voyageur aura l'occasion d'effectuer une sortie dans l'espace au cours de son séjour. C'est déjà énorme, estime-toi heureux, car certains astronautes d'élite n'ont l'occasion de faire qu'une seule sortie dans l'espace pendant toute leur carrière. En effet, les sorties dans l'espace sont risquées et nécessitent beaucoup d'entraînement. Mais tu recevras ton entraînement une fois que tu seras là-haut. Le fait est que tous les autres jours, tu seras coincé à l'intérieur d'une boîte de conserve flottante. Les fenêtres sont donc très utiles. Elles t'aideront à te rappeler où tu es. Elles te donneront une perspective de l'espace et de la Terre. Bien sûr, il faut prendre son appareil photo. Sinon, comment pourrais-tu te rappeler de cette expérience unique? Assure-toi que ton appareil photo fonctionne à l'intérieur d'un avion ou de l'ISS et tu seras prêt à partir. Du café. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'emporter le tien. Jusqu'à récemment, les astronautes devaient se contenter de tasses de café instantanées lorsqu'ils se trouvèrent dans l'espace. Mais tu as de la chance, les experts en café ont déjà résolu ce problème. Aujourd'hui, il y a la machine ISS-Presso. Cette dernière a la même taille qu'une machine à espresso terrienne. Mais pour boire le café, les voyageurs de l'espace doivent utiliser une tasse spéciale en apesanteur, ainsi qu'une paille. Si tu essaies de boire normalement, le café chaud ne viendra pas te frapper directement au visage. Au contraire, il restera collé au fond de la tasse. Je dois dire que j'aime beaucoup cette invention. Enfin, pourquoi ne pas emporter ta guitare? J'ai remarqué qu'il te manquait un instrument de musique. S'il s'agissait d'un volume classique, tu devrais peut-être payer un supplément pour les bagages. Mais comme tout est inclus,
Ne sois pas gêné et emporte ta guitare. Des astronautes comme Chris Hadfield emportent leurs instruments de musique lorsqu'ils sont dans l'espace. Il est même devenu célèbre pour sa version de Space Oddity de Bowie. À tel point que Bowie lui-même lui a dit qu'il avait adoré sa version. Cela permet de passer le temps, mais c'est aussi un excellent moyen de socialiser. Peux-tu imaginer un semblant de feu de joie dans le vide de l'espace? Moi oui, et ça a l'air super cool. Eh bien, je pense que tu es prêt à partir. J'appellerai personnellement la NASA pour leur demander de te désigner comme l'un des heureux voyageurs de l'espace. À bientôt dans l'espace, amigo.